Bonjour chers étudiants, nous voilà réunis pour aborder les cours de terminologie juridique ayant pour objet ou pour intituler droit subjectif, cours dispensés pour les étudiants de première année, tronc commun, faculté de droit et de sciences politiques, Boudouao Boumerdes, présenté par Monsieur Benkaïdali. L'intitulé de notre cours porte sur tout ce qui a trait au droit subjectif. Je dis droit subjectif au pluriel, qui ne sont que des prérogatives ou bien des pouvoirs dont peut jouir le sujet de droit. Vous constaterez qu'on parle au conditionnel puisque l'acquisition de ces droits est corollaire à la réunion de certaines conditions qu'on essaiera de décortiquer et de clarifier ultérieurement. Donc, le sujet de droit, ce sont deux catégories de personnes, à savoir tout être humain, et à ce moment-là, on fait allusion à la personne physique, ou bien tout groupement d'individus qui fait apparaître la notion de personne morale. S'agissant des prérogatives ou bien des pouvoirs qui sont déjà édictés au premier point, ce sont des prérogatives ou des pouvoirs individuels dont le droit objectif reconnaît au sujet de droit. Et quand on fait allusion au sujet de droit, c'est-à-dire aux personnes physiques ou bien aux personnes morales qui jouissent auparavant d'une personnalité juridique. Les droits subjectifs se subdivisent en deux grands types. Il s'agit des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. On n'entend pas de droits patrimoniaux ceux qui entrent dans le patrimoine de l'individu, du sujet de droit, et sont évaluables en argent. À l'opposé, les droits extra-patrimoniaux, qui sont le contraire des premiers, ils présentent pour le sujet un intérêt d'ordre moral. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'ils sont des droits non évaluables, tels que le droit à l'honneur. À ce moment-là, nous sommes obligés d'admettre les deux grands types de droits subjectifs, c'est les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. S'agissant des droits patrimoniaux, qu'on a vu déjà auparavant, que ce sont des droits qui entrent dans le patrimoine de l'individu, de la personne ou bien du sujet de droit, qu'il soit une personne morale ou bien une personne physique, qui sont encore évaluables en argent, donc ils ont une valeur pécuniaire. Les droits patrimoniaux se caractérisent par que ce sont des droits transmissibles, des droits cessibles, des droits saisissables et enfin des droits prescriptibles. Essayons de voir un à un de ces caractéristiques ou bien de ces caractères du droit ou bien des droits patrimoniaux. Quand on parle ou bien quand on dit des droits transmissibles, on fait allusion à la transmission, c'est-à-dire que ce sont des droits qui vont être transmis à un successeur. Donc le propriétaire de ces droits a le droit de les faire transmettre à un de ses successeurs. Et on prend comme exemple dans ce cas, comme c'est le cas du décès ou de la mort. Ce sont des droits cessibles, c'est-à-dire qui peuvent faire l'objet d'une vente, échange ou d'un don. Donc vente, échange ou d'un don, c'est toutes les opérations qui vont s'atteler sur l'objet de la chose, et automatiquement qui vont faire une opération de cession, une opération de cessibilité
à autrui. Troisième caractère, c'est la saisabilité, c'est des droits saisissables, et cela veut dire tout simplement que les créanciers peuvent les faire vendre pour se faire payer leur dû. Donc automatiquement, quand on essaye de prouver que le créancier a une créance impayée au profit ou bien au nom du débiteur, ce dernier a le droit de saisir ses droits et de les faire vendre à l'effet d'obtenir le produit de cette vente pour se faire payer son dû. Enfin, ce sont des droits prescriptibles, et quand on parle de prescriptibilité, c'est-à-dire que taqadum, c'est la perte de ces droits quand ils sont inutilisables dans un laps de temps bien déterminé. Et quand on fait allusion à la prescription, nous sommes obligés de se référer aux dispositions légales du droit commun, c'est-à-dire les dispositions légales contenues dans le droit civil ainsi que le droit de la procédure civile et administrative. Donc pour conclure, c'est des droits patrimoniaux ayant une valeur pécuniaire qui se caractérisent par un certain nombre de caractères qu'on a déjà édictés auparavant. Les droits patrimoniaux se subdivisent encore en catégories, ou bien en catégories. C'est des droits qui peuvent être des droits réels, ou bien des droits personnels, ou bien des droits intellectuels. Concernant notre cours à ce niveau-là, c'est-à-dire en première année, nous allons s'y atteler à démontrer et à clarifier ce qu'on entend par droit réel et droit personnel. Quant aux droits intellectuels, nous avons pensé de les laisser de telle manière à les voir avec plus de clarté au niveau de la troisième année de licence. Donc les droits patrimoniaux ne sont que des droits réels, droits personnels, et droits intellectuels, S'agissant des droits réels, c'est des droits qui portent sur une chose et que cette chose n'est autre qu'un bien qui peut être soit un bien meuble ou un bien immeuble. Donc, ce sont des droits qui sont énumérés par la loi. Et donc, quand on dit énumérés par la loi, on parle d'une notion qui donne le droit d'utiliser cette chose à la manière dont veut le propriétaire. Donc, que ce soit un bien meuble ou bien un bien immeuble, il s'agit de droits réels et qui sont énumérés par la loi. Donc, c'est des dispositions légales qui les régissent. Ces droits réels peuvent être soit des droits ou bien revêtir la forme de droits réels principaux ou bien de droits réels accessoires. Qu'est-ce qu'on entend par droit réel et qu'est-ce qu'on entend par droits réels principaux ou droits réels accessoires? Alors, s'agissant des droits réels principaux, il s'agit du droit de la propriété. Comme nous avons dit en premier lieu, quand nous avons essayé de décortiquer qu'est-ce qu'on entend par droit réel, nous avons dit que c'est un droit qui porte sur une chose, donc cette chose n'est autre qu'un bien, ce qui fait référence à la propriété de ce bien. Donc il s'agit du droit de la propriété. C'est des droits qui donnent le droit au titulaire la maîtrise de cette chose, donc, et que cette maîtrise prend la forme soit de l'usage, ou bien fructifier, ou bien d'en disposer. S'agissant de l'usage, c'est-à-dire c'est d'utiliser le bien à des fins personnelles, puisqu'il s'agit d'un droit de propriété, donc on fait prévaloir ses droits sur cette chose ou bien sur ce bien, donc on l'utilise à des fins personnelles comme étant le seul et unique propriétaire ou bien qui doit se référer à ce droit.
Deuxième forme, c'est de fructifier ce droit à l'effet d'en avoir le produit ou le profit qu'on tirera de cet acte. Et enfin, d'en disposer de cette chose, c'est-à-dire avec possibilité de la transférer ou de porter n'importe quelle opération relative à ce droit. En parallèle, les droits réels accessoires, à l'opposé des droits réels principaux, c'est des droits de garantie, c'est des droits exercés sur la valeur de la chose, c'est qui sont accessoires d'un droit de créance. Donc on a mis entre parenthèses, c'est une garantie de paiement d'une créance. Donc on donne une chose qui se porte garante ou bien qui est garante que l'intention de payer cette créance à terme est engagée. Donc à ce moment-là, on parle de droit exercé sur la valeur de la chose, donc, et on fait allusion à un gage ou une hypothèque. Quand on fait appel au gage, c'est de garantir une créance par un bien meuble, et s'agissant de l'hypothèque, c'est de garantir le paiement de la dette par un immeuble. Les droits réels, deuxième catégorie de droits patrimoniaux, c'est les droits personnels, et on entend par droit personnel qu'on appelle communément c'est les droits de créance. C'est des droits établis entre créanciers et débiteurs. Donc c'est deux termes qu'on est obligé d'utiliser, qu'on va rencontrer à chaque fois qu'on parle de créance ou bien de dû. Donc c'est un pouvoir d'une personne à l'effet de lui exiger de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça c'est les notions de base du droit civil. Et que dans ce cas, quand on est dans une relation entre débiteur et créancier, c'est que les partenaires de ces droits ne sont autres que débiteurs, créanciers ou créanciers au pluriel. Donc l'existence de ces droits personnels nous amène à dire que c'est l'existence d'un apport d'obligation entre deux personnes, à savoir le débiteur, c'est la personne qui a une dette financière envers l'autre, et le créancier, c'est la personne à qui on doit de l'argent, donc c'est la personne qui a prêté de l'argent au débiteur. Donc c'est le rapport d'obligation, l'existence d'un rapport d'obligation entre deux personnes, que l'un s'engage à honorer ses engagements et que l'autre essaye d'en ramener son produit de la relation de crédit. Enfin, nous clôturerons notre cours par ce qu'on appelle la terminologie, c'est d'établir un petit tableau contenant certains termes que nous avons vus qui ont une certaine importance par rapport à notre cours, et que l'importance que portent ces termes, c'est qu'ils font référence à ce qu'on a vu à travers toutes ces fiches, ou bien à travers le cours établi par mes soins, et que j'espère a été à la hauteur. Donc ce sont des termes communément utilisés dans ce qu'on appelle les droits subjectifs. Donc droits subjectifs, droits patrimoniaux, droits extra-patrimoniaux, droits réels accessoires principaux, droits de la propriété. Donc c'est des termes que chacun de nous doit être obligé, je dis bien obligé, de les maîtriser, et que ça sonne automatiquement, dès que je fais allusion aux droits subjectifs, automatiquement ça sonne nazariyat al-huquq. Si je parle de droit de la propriété, c'est haqq al-milkiya. Si je parle de droit personnel, c'est le huquq shakhsiya. Automatiquement, ce sont des termes. Ça ne veut pas dire que c'est le seul terme de référence par rapport à notre cours, mais j'ai vu que ce sont les termes que chacun de nous doit maîtriser pour en arriver à une chose, c'est que on maîtrise les deux langues quant à l'utilisation de ces termes. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.